As-tu déjà regardé un film hollywoodien bourré d'action, où un avion se retrouve percé sur le côté et où tout le monde commence à paniquer? Les objets volent dans tous les sens et les gens ont bien du mal à rester dans leur siège. Dans la vraie vie, un petit trou dans la carlingue de l'avion ne va pas provoquer un tel drame. Cependant, on a une histoire incroyable à te raconter. Celle d'un pilote qui a réussi à faire atterrir un avion dont la moitié du toit avait disparu. Peux-tu seulement le croire? N'oublie pas d'attacher ta ceinture de sécurité, car ce voyage va être très mouvementé. Le 28 avril 1988, un Boeing 737 appartenant à Aloha Airlines a décollé de l'aéroport international de Hilo à destination d'Honolulu. Avant ce volume, l'avion avait déjà effectué 3 courts trajets entre Honolulu, Hilo, Maui et Kauai. Ce jour-là, tout semblait calme et le temps était au beau fixe. Le voyage s'annonçait sans encombre. Le commandant de bord était un certain Robert Schornsteimer et sa copilote Madeleine Tompkins. Tous deux étaient des pilotes aguerris, avec plusieurs milliers d'heures de volume sur Boeing 737 à leur actif. Tôt ce matin-là, avant de décoller d'Honolulu, Madeleine a procédé à l'inspection préalable habituelle et a déclaré que tout était en ordre. À 11h, ils ont décollé d'Honolulu en direction de Maui, puis ont mis le cap sur Hilo. Arrivés sur cette île, ils n'ont pas quitté leur cockpit et n'ont pas non plus inspecté l'avion de l'extérieur. Ce n'était pas une obligation, alors pourquoi s'en préoccuper? À 13h25, l'avion a décollé pour la dernière étape de son trajet aller-retour, avec 95 personnes à son bord, 89 passagers, 2 pilotes, 3 hôtesses de l'air et un contrôleur aérien de la FAA qui occupait le siège d'observation dans le cockpit. L'avion avait décollé normalement et atteint son altitude de croisière de 7300 mètres sans encombre. Mais à 40 km de Ka'ului, les choses se sont totalement emballées. Les pilotes ont entendu un bruit sourd, suivi d'un craquement, puis d'une rafale de vent si forte qu'elle en était assourdissante. Il s'avère qu'une petite partie du toit du côté gauche s'était détachée, provoquant une décompression explosive de l'avion. Et pour ne rien arranger, celle-ci a provoqué une réaction en chaîne qui a entraîné l'arrachement d'une grande partie du toit de l'appareil. Cette partie manquante mesurait 5 à 6 mètres de long et faisait partie intégrante de la carlingue qui recouvrait l'avion depuis le cockpit jusqu'à l'avant de l'aile. Les pilotes n'avaient pas la moindre idée de ce qui se passait lorsque la catastrophe s'est produite. Le copilote, qui contrôlait l'avion à ce moment-là, a soudain senti sa tête basculer en arrière. Puis il a vu un tas d'isolants gris et de débris voler autour du cockpit comme s'il s'était agi d'une tornade. Pendant ce temps, le commandant de bord a jeté un coup d'œil autour de lui et a été stupéfait de voir que la porte même du cockpit était introuvable et qu'au lieu du plafond de la première classe, il regardait directement le ciel. L'avion a commencé à basculer d'un côté à l'autre, ce qui a rendu difficile le contrôle de l'appareil. L'équipage dans le cockpit a rapidement enfilé ses masques à oxygène et le commandant de bord a pris les commandes de l'avion. Il a alors entamé une descente d'urgence vers l'aéroport le plus proche, qui se trouvait sur l'île de Maui. Heureusement, tous les passagers étaient assis et la plupart d'entre eux avaient bouclé leur ceinture de sécurité, car le voyant lumineux n'avait pas été éteint. Malheureusement, les 3 hôtesses de l'air ont été prises au dépourvu. L'une d'entre elles se trouvait près de l'embrasure et a été éjectée hors de l'avion. Les 2 autres ont été projetées au sol. L'une d'entre elles s'est cognée la tête et a perdu connaissance. La 3e hôtesse s'est immédiatement appliquée à aider les passagers et à les calmer. Dans le même temps, les pilotes tentaient désespérément de faire savoir au centre de contrôle aérien qu'ils étaient en difficulté. Mais il leur était extrêmement difficile de communiquer, en raison du bruit et des masques à oxygène auxquels ils étaient astreints. Il leur a fallu recourir au langage des signes pour se comprendre entre eux. De plus, ils n'étaient pas sûrs que leur message soit entendu par la tour de contrôle. Les commandes de l'avion ne répondèrent pas correctement, ce qui rendait la tâche du commandant de bord d'autant plus ardue. La copilote faisait de son mieux pour seconder le commandant de bord et communiquer avec l'aéroport. Ce n'est qu'après que l'avion soit descendu à une altitude de 4200 mètres que la tour de contrôle a finalement reçu leur appel de détresse et a immédiatement commencé à prendre les dispositions nécessaires à un atterrissage d'urgence. Le contrôle aérien n'était cependant pas préparé à une telle situation. En vérité, il leur a même fallu appeler le 911, comme le ferait n'importe quel membre du public en siège d'urgence.
Le problème était que le contrôleur n'avait pas du tout cerné la gravité de la situation et n'avait pas non plus réalisé que les passagers et les membres de l'équipage auraient besoin d'assistance médicale. En effet, l'équipage n'avait signalé qu'une décompression rapide et n'avait pas expliqué la situation plus en détail. L'avion se trouvait en très mauvais état, mais le commandant de bord faisait tout, ce qui était en son pouvoir pour le faire atterrir en toute sécurité. Alors que l'appareil descendait vers l'aéroport, le commandant de bord a demandé au copilote de sortir le train d'atterrissage. Mais le voyant lumineux a refusé de s'allumer. L'avion a également connu une avarie avec son moteur gauche, qui est tombé en panne alors qu'il approchait de la piste. Malgré tous ces problèmes, le commandant de bord a activé l'inversion de poussée du moteur encore en état de marche pour tenter de faire atterrir l'engin. La tâche était aussi difficile que dangereuse, mais ils ont finalement réussi à poser l'avion en toute sécurité sur la piste. Les passagers et les membres d'équipage ont ensuite été évacués de l'avion. C'était un miracle que tout le monde ait survécu, mais 65 personnes ont toutefois été blessées par les débris et autres morceaux de carcasse qui volèrent autour d'elles. Hélas, le personnel au sol n'était pas du tout conscient de la gravité de cette situation et ne disposait pas de ressources suffisantes pour fournir une assistance médicale d'urgence aux passagers blessés. La première ambulance est arrivée 7 minutes après l'atterrissage de l'avion, ce qui n'était pas un scénario idéal. De plus, il n'y avait que 2 ambulances sur toute l'île, ce qui ne permettait pas d'accueillir tous les blessés. C'est pourquoi les passagers ont été transportés à l'hôpital dans des autocars de tourisme. Heureusement, 2 chauffeurs, anciens ambulanciers, ont pu prodiguer les premiers soins aux blessés sur la piste d'atterrissage. Pendant ce temps, les mécaniciens et le personnel de bureau de l'aéroport ont conduit les cars jusqu'à l'hôpital, situé à 5 km de là. Malgré ces circonstances chaotiques et éprouvantes, seules 8 personnes ont été gravement blessées et se sont complètement rétablies par la suite. L'avion était en très mauvais état, et il n'était pas étonnant qu'il n'ait pas pu supporter le stress de cet incident de dépressurisation. Bien que son âge ne soit pas mis en cause, il avait essuyé de nombreux décollages et atterrissages qui avaient remis à mal son intégrité. L'environnement salin et humide dans lequel il évoluait n'avait fait qu'aggraver les dégâts. Les avions sont conçus pour supporter un certain nombre de cycles de volume, et celui-ci avait largement dépassé ce seuil. La majorité de ces vols étaient des vols intérieurs de courte durée, ce qui signifiait qu'ils devaient décoller et atterrir bien plus souvent que la moyenne. C'est ce qui avait conduit à l'arrachement du toit pendant le volume. Le mauvais état de l'avion l'ayant rendu irréparable, il a donc fallu le démanteler sur place, à l'aéroport. Ce qui est troublant, c'est que dans une interview réalisée après l'accident, une passagère s'est rappelée avoir remarqué une fissure dans le fuselage de l'avion alors qu'elle était sur le point d'embarquer. Elle n'en a pas parlé à l'équipage parce qu'elle pensait que cela n'en valait pas la peine. Et l'équipage n'a donc pas pensé à s'en assurer. Il est important de rappeler que ce type d'accident est très rare de nos jours. Les grandes compagnies aériennes et les aéroports prennent de nombreuses mesures afin de garantir cette sécurité. Et, selon l'université de Harvard, le risque d'être victime d'un accident d'avion serait d'environ 1 sur 1,2 million. C'est un pourcentage infime, et je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je trouve cela plutôt réconfortant. Et même si quelque chose se produisait, par exemple si le toit de l'avion se détachait, il est rassurant de savoir que les pilotes sont formés pour gérer de telles situations d'urgence et qu'ils peuvent toujours faire atterrir l'avion en toute sécurité. Un certain volume a traversé un sale quart d'heure dans les airs en 1993, lorsque le pilote a accidentellement déployé les volets de l'avion, la partie située à l'avant de l'aile. Le temps était au beau fixe. Les passagers étaient riés, détendus. Tout le monde vaquait à ses occupations. Soudain, ils ont ressenti une secousse inattendue, et le pilote automatique s'est instantanément désenclenché. Le pilote a commencé à lutter pour reprendre les commandes. L'appareil est devenu instable, tanguant de manière spectaculaire, ce qui a entraîné une plongée rapide de 1500 mètres. Les vibrations ont plongé la cabine dans le plus grand chaos. Les passagers hurlaient de peur. Les volets ne sont censés être utilisés que lors des décollages et des atterrissages, et sûrement pas en plein volume. Il s'agissait du volume 583 de China Eastern Airlines, en route de Shanghai vers Los Angeles en passant par le Pacifique. Le pilote a déclaré une urgence et a dirigé l'avion vers une base militaire d'Alaska. Parmi les 255 personnes à bord, 60 ont fini à l'hôpital. Et malheureusement, 2 d'entre elles n'ont pas survécu. Le pilote a effectué quelques manœuvres rapides pour stabiliser l'appareil.
mais la plupart des blessures sont survenues parce que les gens n'étaient pas attachés. On a estimé que les volets s'étaient déployés en raison de la conception des contrôles. C'était donc la faute du constructeur, qui les avait pensés de telle manière que le manche pouvait être accidentellement secoué en volume. Heureusement, l'équipage était bien formé, et l'avion n'était pas endommagé, à l'exception du désordre qui régnait dans la cabine. Les conséquences de cet incident ont cependant été coûteuses, et se sont chiffrées à environ 1,5 million de dollars. Lorsque l'avion a commencé à perdre de l'altitude, les compartiments à bagages se sont ouverts d'eux-mêmes, et les consignes de sécurité ont été rejouées 3 fois pour un effet des plus troublants. Une fois l'avion stabilisé, les hôtesses de l'air sont passées à l'action, prodiguant les premiers secours et laissant des kits de soins éparpillés dans les allées. Il s'est avéré que ce levier de commande mal conçu avait provoqué 11 incidents similaires auparavant. Le commandant l'avait probablement déplacé accidentellement en réglant la vitesse de l'appareil. Le manque de formation des pilotes sur les problèmes en haute altitude et le système avertisseur de décrochage n'ont fait qu'aggraver la situation. Si les passagers avaient pas gardé leur ceinture bouclée, les dommages auraient été bien moins graves, comme ce fut le cas dans de nombreux autres accidents. Vous connaissez probablement cette annonce faite en volume. Même lorsque le voyant de la ceinture de sécurité est éteint, attachez-vous tant que vous êtes assis. Les experts disent que c'est une bonne approche. Bien que voler soit relativement sûr, il est judicieux de garder sa ceinture attachée, car l'on peut toujours rencontrer des turbulences inattendues. Il s'agit de rester en sécurité pendant ces périodes agitées, surtout celles qui se produisent pendant les temps orageux. Sarah Nelson, la présidente de l'Association des personnels navigants, estime que ce voyant devrait être allumé pendant tout le voyage. Prévoir les turbulences est comme essayer de deviner le temps qu'il fera. Ce n'est jamais tout à fait précis, car les turbulences peuvent se produire n'importe où. Les avions sont toutefois robustes et ils peuvent résister aux plus violentes. Mais le véritable danger est d'être heurté pendant une turbulence et non que les avions se désintègrent en plein volume. Ils sont rares, mais des accidents se produisent encore de temps à autre. Au cours d'un épisode dramatique de 2016, un pilote a réalisé une manœuvre proprement héroïque, sauvant la vie de 439 personnes. Il se préparait à décoller depuis Shanghai, quand tout à coup, un autre avion est apparu sur la piste devant lui. Faisant preuve de réflexes fulgurants, le pilote a rapidement élevé son avion, évitant de justesse la catastrophe. Il a reçu 360 000 $ pour ce remarquable tour de force. Il n'a manqué l'autre avion que de moins de 20 mètres, soit environ la longueur d'un semi-remorque. On apprendrait par la suite que les contrôleurs aériens et l'équipe d'atterrissage s'étaient emmêlés les pinceaux. 2 contrôleurs y ont perdu leur travail, et 13 autres ont reçu un blâme. On a dit de cet incident qu'il n'était pas sans rappeler la collision de l'aéroport de Tenerife en 1977. À cette époque, 2 Jumbo Jet sont entrés en collision sur une piste brumeuse. Eux n'ont pas eu de chance, et l'incident a été un véritable carnage. Certains accidents dans l'histoire de l'aviation ont permis d'en éviter d'autres. À chaque crash, quelque chose d'essentiel doit être repensé. En 1956, 2 avions se sont percutés au-dessus du Grand Canyon, entraînant la perte tragique des 128 vies qui se trouvaient à bord. Cet accident a conduit à une amélioration du système de contrôle du trafic aérien, assorti d'un budget de 250 millions de $. L'Agence fédérale de l'aviation américaine a également été fondée en 1958 pour assurer la sécurité aérienne. Puis, en 1986, un avion privé a accidentellement pénétré dans l'espace aérien de Los Angeles pour entrer en collision avec un autre avion. Cette tragédie a coûté la vie de 86 personnes, en réponse de quoi des systèmes d'évitement de collision ont été introduits. En 1978, le volume United 173 a fait face à un problème de train d'atterrissage. Il a conduit à un crash qui a coûté leur vie à 10 personnes. Cet incident a engendré une transformation dans la familiarisation au poste de pilotage, introduisant la gestion des ressources de l'équipage. Cette méthode de gestion s'éloignait de l'approche traditionnelle centrée sur le commandant de bord, pour mettre l'accent sur le travail d'équipe et la communication au sein du personnel de bord. Une autre amélioration a concerné la prévention des urgences en volume. En 1983, un incendie s'est déclenché dans les toilettes arrière du volume 797 d'Air Canada, provoquant un accident qui coûterait 23 vies. La FAA a réagi en exigeant que des détecteurs de fumée et des extincteurs automatiques soient installés dans les toilettes des appareils. Après 1988, les avions ont été réaménagés avec des coussins ignifugés et un éclairage au sol,
les plus récents adoptant même des matériaux résistants aux flammes. Les vents peuvent être dangereux selon certaines circonstances. Le crash du volume Delta, 191 en 1985, a attiré l'attention sur les dangers du cisaillement du vent. Les recherches conjointes de la NASA et de la FAA ont conduit au développement de systèmes d'alerte de cisaillement du vent à radar frontal. Au milieu des années 90, ceux-ci sont devenus la norme sur les avions de ligne. Le nombre d'accidents liés au cisaillement du vent a considérablement diminué depuis lors. En 1989, le volume 232 d'United Airlines a vécu un véritable cauchemar lorsqu'une panne du moteur du DC-10 l'a rendu pratiquement incontrôlable. Le pilote Alfred Haynes est parvenu à faire atterrir l'avion dans un aéroport proche, mais l'incendie qui a suivi était terrifiant. 185 passagers ont survécu à la catastrophe. La cause principale de l'incident était une fissure dans le disque du ventilateur, survenue lors de la fabrication de l'alliage de titane. Cet incident a poussé la FAA à modifier le système hydraulique, à mettre en œuvre des systèmes de sécurité redondants dans les futurs avions et à innover les protocoles d'inspection des moteurs. En 1988, une grande partie du fuselage d'un volume d'Aloha Airlines s'est déchirée en plein volume. En un instant, la cabine s'est retrouvée béante, laissant les passagers exposés au ciel ouvert. En dépit du chaos, les pilotes ont réussi un atterrissage en toute sécurité, avec une seule perte humaine. La sécurité des transports a découvert que la corrosion et les dommages dus à l'usure, qui s'étaient accumulés sur 89 000 cycles de volume, avaient causé cet accident. L'avion avait été utilisé pour des vols brefs et pressurisés entre les îles hawaïennes. Peu après, en 1991, l'agence a lancé le Programme national de recherche sur le vieillissement des avions. Celui-ci a renforcé les normes d'inspection et de maintenance, en particulier pour les avions à usage intensif et à cycle élevé. Environ 80% des incidents se produisent dans les 3 premières minutes qui suivent le décollage ou les 8 dernières minutes qui précèdent l'atterrissage. Restez vigilants pendant ces moments et vos chances de survie augmenteront. Ne vous laissez pas intimider par tout cela. Les chances réelles de se trouver dans un accident d'avion sont de l'ordre d'1 sur 11 millions. C'est la même probabilité que d'être frappé par la foudre au cours d'une année. D'autre part, les avions sont souvent frappés par la foudre. Ils sont conçus pour la supporter. Chaque avion est probablement touché environ une fois par an, ou toutes les 3000 heures qu'il passe dans le ciel. Mais il n'y a pas eu d'accident lié à la foudre depuis 1967. Les ingénieurs ont veillé à ce que lorsqu'un avion est touché, la foudre le traverse tout simplement et ressort sans vraiment impacter quoi que ce soit à l'intérieur. Plongeons maintenant dans la mécanique fascinante qui permet aux avions de rester dans les airs. Les ailes sont importantes, mais il n'y a pas qu'elles. 4 forces entrent en jeu: la portance, la poussée, la résistance au vent et le poids. Les extrémités recourbées des ailes sont appelées winglets et elles aident à réduire les tourbillons d'air, rendant l'avion plus stable et plus rapide. Il y a une raison pour laquelle les lumières s'assombrissent lorsqu'un avion atterrit de nuit. Cela prépare tout le monde à une évacuation rapide, aidant les yeux à s'adapter à l'obscurité si l'atterrissage se passe mal. Vous êtes dans une pièce lumineuse, remplie d'obstacles, et soudain, les lumières s'éteignent et on vous demande de vous précipiter vers la sortie. Ce n'est pas de la tarte. Les agents de bord vous demandent également de relever les stores pendant l'atterrissage. En cas d'urgence, ils souhaitent que vous puissiez voir ce qui se passe à l'extérieur et déterminer si un côté de l'avion est plus propice à une évacuation rapide. Si vous vous demandez quelle est la partie la plus sûre dans un avion de ligne, c'est à l'arrière. Selon une étude menée par Popular Mechanics, s'étendant de 1971 à 2005, être assis à l'arrière vous donnerait 40% de chance en plus de survivre à un accident. Tout aussi important, vous serez plus près des toilettes. Un moteur explose pendant le décollage, le système d'injection d'eau est désactivé et les communications sont perdues. À présent, cet avion en perdition fait face au péril imminent de s'écraser sur l'une des collines d'Athènes. Le pilote pourra-t-il déjouer tous les obstacles et sauver plus de 400 vies à bord? Restez à l'écoute. Il est 2 heures de l'après-midi. Un Boeing 747 commence à rouler sur la piste, prenant de la vitesse. Au moment précis où le commandant, Sifis Migadis, soulève le nez de l'appareil, il est surpris par une puissante détonation. Il n'a aucune idée de ce qui vient de se produire, mais il ne lui reste plus beaucoup d'options. L'avion rempli de passagers se déplace trop vite pour s'arrêter sur le court espace de piste encore disponible. Il entame donc un décollage risqué,
et se dirige maintenant droit vers le centre-ville d'Athènes, qui est absolument bondé en cette chaude soirée d'été du 9 août 1978. Après cette forte explosion, une hôtesse de l'air à l'arrière de l'appareil actionne l'interphone et avertit l'équipage d'une défaillance catastrophique du moteur numéro 3, situé du côté droit de l'avion. L'hôtesse annonce « Je crois que nous sommes dans le pétrin », ce à quoi lui répond un très honnête « Oui, je sais ». Le plan initial du volume 411 d'Olympic Airways était un trajet direct d'Athènes à New York. Mais, maintenant, ce jumbo jet massif de 370 tonnes n'a tout simplement plus assez de puissance pour continuer à monter. La tension est à son comble. Le volume est absolument complet. Avec 18 membres d'équipage et 400 passagers, qui sont principalement des citoyens américains rentrant de leurs vacances en Grèce. Ils ignorent tous que le pilote doit encore faire face à 4 problèmes majeurs en un laps de 93 secondes pour s'assurer que tout le monde reste en vie. Le premier problème a à voir avec l'injection d'eau. Car, voyez-vous, ce Boeing possède 4 moteurs. Le moteur numéro 3 vient d'exploser et le moteur numéro 2 fonctionne à bas régime depuis son entretien. Ainsi, le pilote a besoin que les moteurs restants donnent tout ce qu'ils ont pour faire monter l'appareil. Le fait est que pousser les moteurs à plein régime génère beaucoup de chaleur. Le commandant MiG-10 demande donc à l'ingénieur de volume présent à bord de vérifier si le système de refroidissement est en marche, afin de prévenir que les moteurs ne deviennent trop chauds et de maintenir une température sûre. Il n'est pas simple d'expliquer ce qui a pu mal tourner à ce stade, mais les experts pensent que, dans le feu de l'action, l'ingénieur de volume a pu commettre une erreur. Au lieu de s'assurer que l'injection d'eau fonctionne, il fait l'inverse et coupe le système, 9 secondes seulement après le décollage. Cette erreur réduit encore plus la puissance des moteurs, limitant la capacité de l'avion à grimper en causant une perte de près de 2 tonnes de poussée. Ainsi, l'avion se retrouve dans une situation critique et survole à grand-peine les toits de la ville, à une vitesse plus qu'insuffisante. Le second problème de cet avion en perdition concerne son train d'atterrissage. Le pilote, alors âgé de 55 ans, a déjà plus de 30 ans d'expérience lorsqu'il se retrouve aux commandes de ce volume. Il décide donc d'accomplir une manœuvre audacieuse en demandant à son copilote de relever les roues à seulement 11 mètres au-dessus de la piste. Ce n'est pas seulement risqué, il s'agit carrément d'une violation des règles de la compagnie Boeing dans une telle situation. Les pilotes doivent généralement attendre que l'avion gagne un peu plus d'altitude avant de rentrer les roues, car l'ouverture des portes du train d'atterrissage pendant 15 longues secondes ajoute de la résistance au mouvement de l'avion. En d'autres termes, cela ne peut que le ralentir. Et c'est pourquoi le copilote hésite une seconde avant d'accepter d'enfreindre la règle. Contre toute attente, le volume 411 poursuit sa course. Mais ces problèmes sont loin d'être terminés. Ceci nous amène au troisième problème. L'avion se rapproche dangereusement de l'une des plus anciennes capitales au monde, Athènes. Le volume a décollé de l'aéroport international d'Ellinikon. C'était alors l'aéroport principal de la capitale grecque, et il était connu comme l'une des pistes d'atterrissage les plus difficiles et les plus risquées du globe. Imaginez plutôt, 2 courtes pistes côte à côte, coincées entre la mer Égée et d'imposantes montagnes. Bien qu'il y ait eu 2 pistes, on en utilisait principalement une seule, celle qui dirigeait les avions droit vers le centre d'Athènes. À cause de cela, les pilotes devaient effectuer un virage à gauche immédiat, juste après le décollage, bifurquant ainsi vers la mer. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi MiG-10 ne se dépêche-t-il pas de tourner à gauche ? Eh bien, la vitesse du 747 est bien inférieure à ce qu'elle devrait être à ce stade. S'il effectue un virage, l'avion pourrait descendre encore plus bas, augmentant les chances de s'écraser directement sur la ville. Le pilote décide donc de poursuivre son ascension en suivant une ligne droite, pendant qu'il échafaude un plan de secours. Vous vous souvenez que l'aéroport est entouré de montagnes ? Eh bien, voilà qui représente notre problème numéro 4. Le pilote sait que d'ici 1 ou 2 kilomètres, l'avion devra faire face à une colline d'environ 60 mètres de haut. Alors que MiG-10 voit la colline de Pani s'approcher à vive allure, il décide de sacrifier quelques nœuds de vitesse afin de gagner l'altitude dont il a désespérément besoin pour survoler la colline. MiG-10 ressent un profond soulagement lorsqu'il voit que son coup de poker a fonctionné. L'avion passe au-dessus de la colline avec seulement 3 mètres de marge. Pourtant, le soulagement s'estompe bien vite. Il doit encore élaborer un plan d'atterrissage d'urgence. Imaginez le cockpit où règne un silence pesant,
Ils n'ont plus le moindre contact avec la tour de contrôle. Alors que les deux pilotes font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher le volume 411 de s'écraser, l'ingénieur de volume s'acharne toujours à résoudre le problème des moteurs. Le terrain redescend une fois dépassé la colline de Pani. Ainsi, le commandant décide d'abaisser le nez de l'avion pour troquer un peu d'altitude contre de la vitesse. Mais rien ne se produit. Pire encore, la vitesse de l'avion ne cesse de diminuer et leur altitude excède à peine une 60aine de mètres. L'avion vole si bas qu'il renverse même certaines antennes de télévision. Il se trouve à présent à la hauteur d'un immeuble de 14 étages, la tour interaméricaine. L'avion se rapproche tellement de ce bâtiment que certains membres de l'équipage peuvent réellement distinguer le visage des gens à l'intérieur. Un heureux dénouement semble très improbable alors que l'avion s'apprête à entrer en collision avec le mont Eigaleo, qui mesure plus de 450 mètres de haut. Mais soudain, les moteurs se mettent à fonctionner avec plus de puissance et l'avion recommence à prendre de la vitesse. Certains experts estiment que cette accélération serait due à la combinaison de 3 facteurs. Le vent a changé, la température extérieure a baissé et le système d'injection d'eau s'est remis en marche. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec plus de puissance dans ses moteurs, le pilote parvient à prendre de l'altitude. À 2h05, MiG-10 parvient à tourner à gauche, évitant de peu la collision avec le mont Eigaleo. L'avion se dirige maintenant vers l'océan. Il continue de voler pendant plus de 30 minutes pour larguer son carburant. L'idée est de rendre l'avion plus léger avant l'atterrissage, car il est chargé des 160 tonnes de kérosène nécessaires à son volume transatlantique. Après cela, le capitaine ramène l'avion à leur piste de départ, et ils atterrissent en toute sécurité à l'aéroport d'Hélinikon. Tout le monde à bord est sain et sauf, pas la moindre égratignure, et tout cela grâce à un pilote qui a bravement enfreint les règles pour sauver son équipage et ses passagers. Imaginez plutôt les applaudissements frénétiques au sol et les filles de Migadi qui attendent impatiemment leur père alors qu'il ressort de l'avion. Et ce n'est pas qu'une petite prouesse. Ce pilote a accompli l'impensable. Pour mettre tout cela en perspective, chaque simulation de Boeing reproduisant ce volume s'est terminée par un crash. L'exploit de MiG-10 a conduit Olympic Airways à modifier certaines de ses procédures. Et Boeing a commencé à inclure l'étude de ce cas dans son programme de formation. Maintenant, on pourrait penser que MiG-10 a été traumatisé par cet accident et n'a plus jamais voulu monter à bord d'un avion. Mais non, souvenez-vous que nous parlons d'un véritable héros. À 18h le même jour, MiG-10 a pris place dans le cockpit d'un Boeing 747 de remplacement et a acheminé ses 400 passagers par-delà l'Atlantique jusqu'à New York. En ce qui concerne l'avion, il est resté chez Olympic Airways pendant quelques années avant de rejoindre Transworld Airlines en 1985. La carrière de ce Boeing 747 ne s'est achevée qu'en 1997, après 24 ans de service. L'avion s'est brisé en 3 gros morceaux et s'est écrasé sur le flanc d'une colline, projetant des fragments sur le sol enneigé. Les ailes ont été arrachées et le corps principal de l'appareil s'est scindé en 2 parties. Des flammes crépitaient sur ce qui restait de l'avion. 7 des 9 membres d'équipage avaient survécu à l'accident. Ils faisaient tous partie d'une mission américaine de 1946 visant à cartographier le continent antarctique. 13 navires, 23 avions et 4700 personnes avaient été mobilisés pour cette mission. Ils n'avaient que les 2 mois d'été pour travailler. Après ça, la météo serait trop mauvaise. L'USS Pine Island avait emmené 3 hydravions. L'un d'eux, le George I, avait un équipage de 9 personnes. Ils avaient effectué une première mission de 10 heures. Plus tard, au moment du second vol, le temps s'était dégradé, avec une mer houleuse et une faible visibilité. Mais ils avaient décidé de tenter leur chance et de voler quand même. Ce devait être une aventure extraordinaire, et même le capitaine du Pine Island s'était joint à l'expédition. Le pilote, Ralph Frenchy, le blanc, était très expérimenté, et ne s'inquiétait pas des conditions météorologiques. L'avion était attaché à de petits bateaux, mais les vagues étaient si fortes que les câbles qui le retenaient endommageaient sa carrosserie métallique. Les membres de l'équipage durent attacher 4 boosters spéciaux, appelés bouteilles de décollage assisté, pour aider l'avion à décoller. Il y parvint après une course d'environ 8 km, mais se retrouva directement dans une violente tempête de neige. James Robbie. Robbins n'avait que 19 ans à l'époque, mais il avait déjà 1500 heures d'expérience en tant qu'opérateur radar à bord de ce type d'hydravion.
Il avait déjà réussi à voler pendant 9 heures à travers un épais brouillard et des nuages au Groenland, et il avait donc confiance en ses capacités. Le radar indiquait une chaîne de montagnes à une trentaine de kilomètres devant eux, ainsi que des icebergs qui s'étendaient à ta perte de vue, et tout était correct. Mais ils devaient voler à basse altitude pour prendre des photos afin d'établir des cartes, ce qui était impossible par mauvais temps. Le pilote décida donc de faire demi-tour pour retourner au navire. Soudain, l'avion heurta quelque chose. Sur le moment, ils ne surent pas de quoi il s'agissait, mais plus tard, ils réalisèrent que c'était une crête enneigée qui ne pouvait pas être vue sur le radar. La puissante secousse choqua tout le monde à bord. Le pilote et le copilote s'empressèrent de pousser les commandes de l'avion pour tenter de le redresser. Mais quelques secondes plus tard, le réservoir de carburant situé à l'avant de l'appareil explosa. L'effondrement d'une crête avait probablement fissuré l'un des réservoirs, ce qui avait entraîné une fuite de gaz. Les vapeurs de gaz avaient dû être enflammées par une étincelle électrique ou par les moteurs chauds de l'avion. L'explosion fut si forte que l'avion se brisa en 3 parties. Le pilote blessé se retrouva coincé à l'envers dans la partie avant de l'avion en feu. D'autres hommes furent également gravement blessés. Certains rampèrent hors de l'épave. D'autres avaient été projetés dans la neige lors du crash. La plupart ne se souvenaient même pas de la détonation ou de l'impact. L'équipage réussit à sortir le pilote coincé de l'épave et à l'installer dans un sac de couchage à l'intérieur de la partie arrière de l'avion. Ils essayèrent également d'aider Frederick Williams, qui était gravement blessé. Ils le placèrent sur un débris pour qu'il ne bouge pas et l'enveloppèrent dans des couvertures pour qu'il reste au chaud. Malheureusement, même s'ils firent de leur mieux pour le soigner, Williams décéda quelques heures plus tard. Le navigateur et l'opérateur radio ne survécurent pas non plus à l'accident. Les 3 membres de l'équipage n'avaient aucune seule couverture, alors ils se relayèrent pour rester au milieu, là où il faisait plus chaud. Les 3 premiers jours, le temps était vraiment mauvais. Il neigeait beaucoup et le ciel était très sombre et nuageux. L'équipe entreprit ensuite de fouiller l'épave à la recherche de quelque chose d'utile. Près de ce qui était la partie arrière de l'avion, ils trouvèrent 3 grandes boîtes de pemmican. Il s'agit d'une sorte de nourriture d'urgence qui contient tout ce dont vous avez besoin pour rester en bonne santé. Mais ce n'est pas la nourriture la plus délicieuse sur Terre. Chaque boîte contenait une centaine de gobelets en papier remplis de cet aliment spécial. Mais ils découvrirent quelque chose de plus appétissant dans les rations de vol. Il y avait des steaks, des pommes de terre, des légumes en conserve, du pain, du beurre, du sel, du poivre, du sucre, du lait en conserve, quelques biscuits et même 2 grosses boîtes de beurre de cacahuètes. Ils avaient assez de nourriture pour tenir un certain temps, et ils pensaient que le pemmican leur permettrait de passer le long et sombre hiver si nécessaire. Toute la nourriture fraîche était cachée dans la neige, à l'endroit où se trouvait la cuisine, et ils durent la déterrer. Ils récupérèrent la plus grande partie du sucre en léchant la neige afin d'en reconnaître le goût. L'équipage trouva également un petit réchaud à 2 feux dans les fournitures d'urgence, mais il n'y avait pas de carburant. Heureusement, il en restait dans les réservoirs de l'avion, et l'équipage puisa donc dans l'une des conduites, ce qui lui permit de disposer d'une quantité de carburant suffisante pour durer un certain temps. Ils laissèrent les brûleurs allumés en permanence pour faire fondre la neige et remplir les 2 ou 3 réservoirs d'eau d'une contenance de 15 à 18 litres chacun. Il leur fallait 15 ou 20 pots de neige pour remplir un seul gobelet d'eau. Au bout de 3 jours, le temps s'améliora. Le ciel était dégagé et le soleil brillait. De là où ils se trouvaient, ils pouvaient voir l'océan en bas de la colline. En explorant l'épave, ils trouvèrent d'autres sacs de couchage, un appareil photo avec une pellicule et d'autres fournitures comme un traîneau et un radeau de sauvetage pour 9 personnes. Les jours passaient et le soleil ne se couchait jamais. Les énormes mouettes affamées qui traînaient juste à côté de l'épave commençaient à taper sur les nerfs de tout le monde. Pour se distraire un peu, l'équipage joua à un ancien jeu de la marine, appelé Salvo. Il s'agit d'un jeu de bataille navale pour 2 joueurs, dans lequel votre tâche consiste à trouver et à vaincre tous les navires de votre rival. Ils prirent également des photos de tout le monde, ainsi que de l'épave sous différents angles, à l'aide d'un appareil photo Brownie Box qui se trouvait dans l'avion. L'homme radar peignit les noms des membres de l'équipage décédés en grosses lettres jaunes sur les ailes de l'avion, afin que les sauveteurs sachent ce qui s'était passé. Le 13e jour, un avion de sauvetage arriva enfin. Tout le monde cria, fit des signes et tout ce qu'il pouvait pour attirer l'attention du pilote. Mais l'avion ne s'arrêta pas et continua sa route. 2 heures plus tard, il revint, et Robbins, pressé, jeta du carburant sur un tas de matériaux inflammables et y mit le feu. La détonation fut si puissante qu'elle lui brûla les sourcils, mais ça fonctionna. L'avion vira et se dirigea vers eux, agitant ses ailes pour montrer qu'il les avait vus.
Le pilote largua une note attachée à un poids. Elle disait « Si vous pouvez marcher jusqu'au lac, faites un cercle. Sinon, formez une ligne droite. » Le lac se trouvait à 16 km. Mais ils savaient qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de s'y rendre. Et ils tracèrent donc un cercle, signalant qu'ils étaient prêts à être secourus. Puis ils se mirent au travail. Ils entassèrent des sacs de couchage sur un traîneau et placèrent le pilote blessé dessus. Robbins récupéra une boussole de l'avion et l'attacha au guidon du traîneau pour les aider à se repérer. 3 hommes tirèrent le traîneau, tandis qu'un 4e marchait derrière pour s'assurer qu'il restait sur la bonne voie. La neige était si épaisse qu'il s'enfonçait souvent jusqu'à la taille. Le voyage ne devint plus facile que lorsque la terre apparut sous leurs pieds. Il leur fallut 24 heures pour parcourir les 16 kilomètres qui les séparèrent de la rive. Alors qu'ils s'approchèrent du lac, un épais brouillard tomba et ils ne purent pas voir l'avion de sauvetage. Alors le pilote démarra les moteurs et l'équipage suivit le bruit de l'avion. Bientôt, 2 sauveteurs arrivèrent sur un radeau pour les aider à pagayer jusqu'à l'avion qui les attendait. Ils montèrent à bord et regagnèrent leur navire, l'île de la Pinède. Tous les survivants furent transportés à bord de l'USS Philippine Sea et rentrèrent ensuite chez eux. Pour 6 des 9 hommes qui s'étaient écrasés sur l'île de Thurston, la vie a continué. Bienvenue à bord. Je suis votre commandant de bord et j'ai quelques informations à vous donner sur notre vol d'aujourd'hui. Ce devait être un vol ordinaire pour cet Airbus 312 de British Midland Airways en provenance de Chypre et à destination de Grande-Bretagne. Tout s'est passé le 26 mai 2003. La dernière chose à laquelle les 213 passagers et 8 membres d'équipage s'attendaient était qu'une tempête de grêle s'abatte sur leur avion. Et cela s'est néanmoins produit alors qu'ils approchèrent de Manchester. Le temps a commencé à virer à l'orage, avec de gros grêlons et des morceaux de glace en suspension dans l'air. Les passagers qui avaient os négligé de boucler leur ceinture ont été éjectés de leur siège. L'avion a commencé à chuter et à vibrer de toutes parts. C'était la panique à bord. Comme s'en souviendraient les passagers par la suite, tout le monde s'est senti arraché de son siège pendant quelques secondes et plaqué au plafond. Le pilote, qui avait 20 ans d'expérience de vol, ne s'était jamais retrouvé dans une telle situation auparavant, mais il a tout fait pour sauver l'avion et ses passagers. Ils ont fini par atterrir à l'aéroport de Manchester avec un retard de seulement 30 minutes. Tout le monde à bord a laissé exploser sa joie et remercié l'équipage. Tous s'en étaient sortis pratiquement indemnes. Puis, les services de l'aéroport ont inspecté l'avion après son atterrissage. Il s'est avéré que la grêle avait considérablement endommagé le nez de l'Airbus et son pare-brise, mais tous ses systèmes internes semblaient parfaitement en ordre. Des années plus tard, en octobre 2022, une histoire similaire est arrivée au vol LA 125 de LATAM Airlines Paraguay. Il transportait 48 passagers de Santiago du Chili à Asunción lorsqu'une importante tempête de grêle est venue jouer les troubles faits. Les passagers ont filmé quelques images depuis la cabine, et cela ressemblait au plateau de tournage d'un film d'horreur. L'avion tremblait violemment et des éclairs illuminaient le ciel. Heureusement, personne n'a été blessé, et l'avion est parvenu à atterrir d'urgence au Brésil. Tout comme dans l'histoire de l'Airbus britannique, cette grêle avait laissé un trou béant dans le nez de l'avion et brisé son pare-brise. Il semble donc évident que la grêle est extrêmement dangereuse pour les avions. Lorsqu'elle fend le pare-brise, les pilotes doivent directement affronter la pluie et des vents très forts. La grêle crée des bosses sur les bords d'attaque des ailes et de la queue, ce qui signifie qu'elle diminue la portance de l'avion et le rend moins aérodynamique. C'est pourquoi il doit voler plus vite que d'ordinaire pour rester en l'air. Dans des cas extrêmes, la grêle peut même interrompre le moteur ou perturber dangereusement les systèmes de l'avion, mettant en péril la sécurité du vol. Un autre phénomène naturel que les avions n'apprécient guère sont les orages électriques. Le décollage et l'atterrissage sont déjà les parties les plus dangereuses du vol, même dans des conditions normales, et un orage les rend beaucoup plus risqués. Les micro-rafales que les orages entraînent peuvent faire perdre au pilote le contrôle de l'avion. Si une tempête frappe l'avion en plein vol, les choses ne sont pas si graves. Nos avions modernes sont conçus pour résister à de mauvaises conditions météorologiques. Les pilotes peuvent également s'élever jusqu'à une altitude sûre au-dessus de la tempête, ou la contourner. Atterrir directement dans un orage ou pas dépend de sa sévérité. S'il s'agit d'un puissant orage avec des rafales de vent, l'avion pourrait s'écraser au sol à grande vitesse à cause d'un fort courant descendant. Ils sont fougueux et bruyants, et ils sont le pire cauchemar des pilotes. On ne parle pas ici de passagers turbulents, mais bel et bien des volcans. Le 24 juin 1982, le vol 9 de British Airways était en route de l'aéroport de Heathrow à Londres à celui d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Il y avait 5 escales en cours de route: Bombay, Chennai, Kuala Lumpur, Perth et Melbourne.
Le Boeing 747 qui effectuait ce vol est arrivé sans encombre à Kuala Lumpur. La plupart des passagers étaient épuisés à ce moment-là après le voyage. L'équipage, en revanche, était frais et plein d'énergie puisque n'avait embarqué qu'en Malaisie. Les conditions de vol étaient parfaites, et tout indiquait un vol de 5 heures sans incident. Une fois que l'avion a atteint son altitude de croisière, l'équipage a remarqué d'étranges fumées s'élevant des bouches d'aération au niveau du sol. Ensuite, les pilotes ont observé un intense phénomène de feu de Saint-Elme sur leur pare-brise. Normalement, il s'agit d'une décharge inoffensive d'électricité statique sur une surface métallique et les avions, ainsi que les navires, l'éprouvent très régulièrement. Mais les radars météorologiques ne montraient aucun orage. On a d'abord allumé les feux d'atterrissage et remarqué qu'un étrange nuage entourait l'avion. Le pilote a décidé de poursuivre le vol de toute façon, mais les fumées ont commencé à atteindre la cabine des passagers. Elles devenaient de plus en plus denses et avaient une odeur de soufre. Puis, certains passagers assis côté hublot ont remarqué que les moteurs scintillaient d'un bleu électrique et que quelques lumières brillaient à travers les pales du réacteur. La température à bord a augmenté. Puis, les moteurs se sont éteints un à un en l'espace de quelques minutes. L'avion a commencé à planer. Les pilotes ont décidé de le faire atterrir sur les eaux de l'océan Indien, car ils savaient qu'ils n'auraient jamais été capables de franchir les hautes montagnes de la côte de Java afin d'y atterrir. Le commandant a informé les passagers de ce qui se passait. Ils ont conservé leur calme malgré cette terrible nouvelle. Atterrir sur l'eau de cette façon serait en effet extrêmement risqué. Mais tout à coup, les moteurs sont revenus à la vie l'un après l'autre. Les pilotes ont réussi à retrouver une altitude de vol normale, mais l'un des moteurs a de nouveau lâché, et l'équipage a décidé d'atterrir à l'aéroport le plus proche. À mesure qu'ils s'en approchaient, les pilotes ne pouvaient rien voir car le pare-brise donnait l'impression d'avoir été poncé. Le dispositif d'atterrissage a échoué, et ils ont dû faire atterrir l'avion manuellement. En dépit de cela, tout s'est bien passé, et tout le monde à bord est arrivé sain et sauf. Plus tard, il s'est avéré qu'ils avaient dû affronter cette épreuve après avoir volé au travers d'un nuage de cendres volcaniques, crachées par l'éruption du Galunggung. Ces cendres s'étaient sèches, et c'est pourquoi aucun radar météorologique n'avait pu les détecter. Ce nuage de poussière a obstrué les moteurs et rayé le pare-brise. Lorsque les cendres ont pénétré dans les chambres de combustion, elles ont fondu et se sont collées à l'intérieur. Et c'est ainsi que les moteurs se sont arrêtés. Lorsque l'avion a quitté le nuage de cendres, ceux-ci se sont refroidis. Les cendres fondues sont devenues solides, se sont détachées, et les pilotes ont réussi à redémarrer. Cette histoire est une preuve flagrante de la façon dont les nuages de cendres volcaniques représentent un terrible danger pour l'aviation. Les pilotes devraient les éviter à tout prix car ces nuages, qui sont difficiles à distinguer des nuages ordinaires, réduisent la visibilité, endommagent les commandes de vol et provoquent une panne des réacteurs. Les vols sont parfois retardés ou même annulés lorsqu'il fait trop froid dehors. Si le froid s'accompagne d'un blizzard, le contrôle aérien peut ordonner à l'avion de rester au sol et d'attendre que la tempête de neige se calme. La glace sur la piste n'est pas non plus idéale. Le train d'atterrissage d'un avion n'a rien à voir avec les roues d'une voiture, et on ne peut pas y mettre de crampons pour éviter de déraper. De plus, un avion doit atteindre une vitesse au sol beaucoup plus élevée que sur une route ordinaire pour parvenir à décoller. Si la piste est glissante à cause de la glace, l'avion peut facilement déraper. Il en va de même au moment de l'atterrissage, qui est encore plus délicat dans des conditions de gel, car l'avion évolue dans un milieu beaucoup moins contrôlé et se déplace à une vitesse encore plus élevée. En 2015, un vol de Delta Airlines a atterri à l'aéroport new-yorkais de LaGuardia pendant une tempête de neige et a perdu le contrôle. La piste 13 de l'aéroport est délicate pour les pilotes même par beau temps, car elle s'étend partiellement sur l'eau. Heureusement, l'avion qui a dérapé sur la piste gelée s'est arrêté quelques instants avant de terminer dans la baie. Personne à bord n'a été gravement blessé. Ces conditions climatiques glaciales peuvent également entraîner l'apparition de gel et l'accumulation de plaques de glace sur l'appareil en lui-même. Même une fine couche de glace sur les ailes d'un avion peut perturber leur fuselage délicat et en anéantir la portance. Toutefois, les avions peuvent être dégivrés. Le personnel de l'aéroport les arrose généralement d'une solution spéciale qui empêche la formation de glace sur la carlingue de l'aéronef. Le carburant pour avion et l'équipement qui le pompe peuvent également geler si la température est trop basse. Le carburant gèle à moins 40 degrés, mais cela ne peut se produire qu'au sol avant le décollage. À une altitude de croisière, les températures peuvent chuter jusqu'à moins 57, mais comme le liquide se trouve à l'intérieur de l'avion et se consume en permanence, il y fait beaucoup plus chaud. Au sol, cependant, rien n'empêche le carburant de se transformer en glace. Et si cela se produit,
Il est évident que l'avion n'ira nulle part. L'avion était dans les airs depuis à peine 25 secondes quand les pilotes ont remarqué des bruits étranges et des vibrations bizarres. Ils ont pris différentes mesures pour essayer d'améliorer la situation, mais rien n'a fonctionné. Les sursauts du moteur continuaient, et un peu plus d'une minute après le début du vol, lorsque l'avion a atteint 914 mètres, les deux moteurs sont tombés en panne. D'abord, celui de droite. 2 secondes plus tard, celui de gauche. Les pilotes ont alors décidé de retourner à l'aéroport qu'ils venaient de quitter. En même temps, ils ont essayé de redémarrer les moteurs, mais rien ne semblait fonctionner. Ils ont donc pris la décision de faire descendre l'avion en piqué, puis de le redresser. Cela les aiderait peut-être à gagner un peu de vitesse, mais ils ont vite compris qu'ils n'arriveraient pas jusqu'à l'aéroport. L'avion allait-il s'écraser ? C'est alors que le miracle de Gottrora s'est produit. Le matin précédent le vol avait commencé comme d'habitude. Procédure d'avant-vol régulière. Beau temps, les membres de l'équipage étaient expérimentés. Un commandant de bord danois de 44 ans avec plus de 8000 heures de vol à son actif et un copilote suédois de 34 ans avec 3000 heures. Que pouvait-il donc arriver ? L'avion lui-même était presque neuf. C'était un McDonnell Douglas MD-81 surnommé Dana Viking. Il avait effectué son premier vol le 16 mars 1991. En ce jour fatidique, l'avion était donc en service depuis à peine 9 mois. Il y avait 122 passagers et 7 membres d'équipage à bord. Le vol 751 de Scandinavian Airlines était un vol régulier allant de Stockholm en Suède à Varsovie en Pologne. En chemin, l'avion devait faire une escale à Copenhague, au Danemark. L'avion a décollé à Stockholm conformément à son programme, à 8h47 heure locale. Mais à ce moment-là, le sort des personnes qui se trouvaient à bord était déjà scellé. Tout cela à cause d'une terrible séquence d'événements ayant précédé le départ. Ça avait commencé la veille au soir. L'avion était arrivé à l'aéroport de Stockholm après un vol en provenance de Zurich. Il était 22h09. L'avion avait passé la nuit sur le tarmac de l'embarquement à l'extérieur. Il faisait froid, les températures avaient chuté à 1 degré Celsius, proche du point de congélation. Ce qui rendait la situation encore plus mauvaise, c'est qu'il restait encore près de 2700 kg de carburant glacé, refroidi pendant le vol, à l'intérieur des réservoirs situés dans les ailes. Si le carburant était si froid, c'est parce que l'avion avait volé à l'altitude de croisière, où la température de l'air à l'extérieur de la cabine varie à cette époque de moins 52 degrés Celsius à moins 62 degrés Celsius. Le vol depuis Zurich avait duré environ 1 heure et 40 minutes. Peu après minuit, un technicien était venu vérifier l'appareil. L'homme avait dû retirer de la neige fondue du train d'atterrissage. Sinon, il n'aurait pas pu l'examiner. Vers 2 heures du matin, au moment de repartir, il avait constaté que du givre recouvrait la partie supérieure des ailes. Au matin, la situation était devenue encore plus grave. Une couche de glace transparente, presque invisible, s'était formée sur le dessus de celle-ci. L'avion devait quitter la porte d'embarquement vers 8h30. 1 heure avant le départ, le mécanicien en charge de l'avion s'était rendu compte qu'un peu de glace recouvrait à présent le dessous des ailes. Il avait décidé de s'assurer qu'il n'y en avait pas également sur le dessus. Il avait grimpé sur une échelle et posé un genou sur l'aile. Puis il s'était penché pour toucher la partie avant de l'aile. Il n'y avait pas de glace, juste de la neige fondue. Le mécanicien avait alors décidé de vérifier que tout allait bien au niveau de l'entrée d'air de l'un des moteurs. Il n'avait rien trouvé là d'anormal. Peu après, le personnel avait utilisé plus de 1000 litres de liquide de dégivrage pour éliminer la glace de l'avion. Le mécanicien avait consulté le commandant de bord et ordonné au personnel de dégivrer également le dessous des ailes. Après tout, il avait vu de la glace à cet endroit. Mais personne n'avait pensé à revérifier s'il y avait de la glace transparente sur le dessus. Après avoir terminé la procédure, le mécanicien avait dit au commandant de bord « Nous avons fini, le dégivrage est terminé ». Il y avait beaucoup de neige et de glace, mais tout est à présent en ordre. Le commandant de bord l'avait remercié et avait poursuivi les procédures d'avant-vol. L'avion roulait à présent jusqu'à la piste. Les systèmes antigel de ses moteurs étaient allumés et n'indiquaient aucun dysfonctionnement. Mais plusieurs passagers ont affirmé plus tard avoir vu de la glace glisser sur la partie supérieure des ailes pendant que l'avion décollait. Pourtant, l'avion a réussi à quitter le sol et s'est dirigé vers Varsovie comme d'habitude. Mais peu après le décollage, plusieurs morceaux de glace se sont détachés.
À pleine vitesse, ils sont venus percuter les turbines des moteurs près de la queue des deux côtés de l'avion, démolissant les pales. Cela a entraîné une surtension en divers endroits, et ce qui s'est passé ensuite est entré dans l'histoire. Quelque part dans la cabine, le commandant de bord de Scandinavian Airlines, Per Holmberg, qui était à bord en tant que passager, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il a d'abord informé le membre d'équipage assis sur le strapontin arrière que le moteur droit surchauffait. Ils ont ensuite essayé de contacter le commandant et son copilote, sans succès. Le commandant passager s'est alors précipité dans le cockpit et a demandé s'il pouvait aider les pilotes. Le copilote lui a donné la liste de contrôle d'urgence et le commandant lui a demandé de démarrer le groupe électrogène auxiliaire, une petite turbine à gaz située dans la queue de l'avion. Les conseils et l'aide de Holmberg ont été précieux, mais ont-ils suffi à sauver l'avion et les personnes qui se trouvaient à son bord ? Lorsque l'avion est sorti de l'épaisse masse de nuages à une altitude de 270 mètres, les pilotes se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas assez de temps pour retourner à l'aéroport. Un atterrissage d'urgence était inévitable. Le commandant passager a transmis l'ordre au personnel de cabine qui a commencé à préparer les passagers. Il y avait un vaste champ au nord de là où se trouvait l'avion, mais le commandant savait qu'il n'aurait pas assez de temps pour l'atteindre. Il a donc choisi un champ beaucoup plus petit au milieu d'une zone boisée. Ce n'était pas loin du village de Gottrora, dans l'Uppland, en Suède. L'avion était à peine à 420 mètres au-dessus du sol lorsque le commandant passager a commencé à sortir les volets. À 55 mètres, le commandant a informé Stockholm « Nous nous écrasons au sol ». 7 secondes plus tard, l'avion a heurté plusieurs arbres et a perdu un gros morceau de son aile droite. À ce moment-là, le train d'atterrissage était déjà sorti et la vitesse était de 224 km/h. Quelques instants plus tard, la queue de l'avion a frappé le sol et s'est détachée. L'avion a continué à glisser sur le champ, toujours à grande vitesse. Il a parcouru 110 mètres, son train d'atterrissage principal laissant de grandes traces sur le sol. Peu après, l'appareil a perdu son train d'atterrissage principal et son train avant. Son fuselage s'est brisé en trois. Par miracle, il n'y a pas eu d'incendie. Si tu regardes les photos du crash, à savoir l'avion en morceaux éparpillés un peu partout sur le terrain, il est difficile de croire que les 129 personnes à bord ont survécu. C'est véritablement miraculeux. Mais c'est aussi grâce à la réaction rapide du personnel de bord et aux instructions qu'ils ont données aux passagers. Ils n'ont pas paniqué et ont dit aux gens de se mettre en position de sécurité juste à temps pour éviter le pire. Plus surprenant encore, presque tous les passagers, à l'exception de 4 personnes, ont réussi à sortir de l'avion par leurs propres moyens. Pas étonnant que cet accident ait été surnommé le miracle. L'avion, cependant, n'a pas eu autant de chance. Cet appareil vieux de 9 mois seulement a été tellement endommagé qu'on l'a immédiatement mis hors service. Tout le monde a salué l'intervention des pilotes. C'était un atterrissage incroyablement difficile, surtout à cette vitesse et dans ces conditions si dangereuses. Le commandant de bord lui-même a avoué que peu de pilotes ont ainsi l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'ils apprennent pendant leur formation. Du moins, pas à un tel point. Il a dit qu'il était fier de son équipage et soulagé que tout le monde ait survécu. Et il n'a plus jamais piloté d'avion de ligne. Cela aurait pu se transformer en l'une des pires tragédies de l'histoire de l'aviation. Il était presque minuit à l'aéroport international de San Francisco, lorsque le vol 759 d'Air Canada s'est approché pour atterrir. Les pilotes, épuisés en cette fin de journée, s'attendaient à un atterrissage sans accroc. Cependant, ils ignoraient que l'aéroport avait une configuration inhabituelle ce soir-là. La piste 28 droite était opérationnelle, tandis que la piste 28 gauche, habituellement parallèle, avait été fermée pour maintenance, ses feux ayant été éteints. Bien qu'ils soient déjà coutumiers de cet aéroport, les pilotes ont commis une terrible erreur. Pensant repérer 2 pistes parallèles, ils ont pris la piste centrale pour la 28 gauche plongée dans l'obscurité, et ont cru que la piste de roulement située à droite correspondait à la piste 28 droite. Ce que l'équipage ne savait pas, c'est que la piste de roulement n'était pas vide. 4 avions y étaient stationnés, prêts au décollage, transportant plus d'1 millier de passagers au total. Et l'avion d'Air Canada se dirigeait dangereusement vers eux. Un avis au navigateur aérien contenait des informations essentielles pour les vols, notamment ce détail crucial. Toutefois, ces avis, souvent très longs et complexes, couvrant parfois plusieurs pages, peuvent être difficiles à exploiter rapidement. L'équipage d'Air Canada avait omis de noter la fermeture de la piste. Cette nuit-là,
Les pilotes réalisaient une approche visuelle, s'appuyant uniquement sur leur perception pour s'aligner avec la piste. Ce procédé, adapté par temps clair, devient nettement plus délicat dans l'obscurité. Fatigués par un long vol en provenance de Toronto, ils luttaient contre l'épuisement. Leur horloge biologique affichait déjà plus de 3 heures du matin. Par ailleurs, les réglementations canadiennes sur le repos des pilotes étaient moins strictes qu'ailleurs. Le pilote avait cumulé près de 19 heures de travail sans bénéficier d'un repos adéquat. À mesure que l'avion s'approchait dangereusement, personne dans le cockpit ne réalisa qu'il suivait une trajectoire incorrecte. Les appareils arrivant à San Francisco adoptent fréquemment un angle léger pour minimiser les nuisances sonores au-dessus de la baie. Il est donc habituel qu'ils apparaissent légèrement décalés aux yeux des contrôleurs aériens. Toutefois, cette caractéristique ne fit qu'ajouter à la confusion et l'équipage d'Air Canada continua de diriger l'appareil vers le taxiway. Lorsque les pilotes prirent enfin conscience d'une anomalie, ils contactèrent la tour de contrôle afin de faire confirmer leur autorisation d'atterrir. Le contrôleur, occupé à gérer à la fois le trafic aérien et les opérations au sol en raison de l'heure tardive, mit plusieurs secondes à répondre. Il leur confirma l'autorisation, sans se douter que l'avion suivait la mauvaise trajectoire. Simultanément, l'équipage de l'un des avions stationnés sur la piste de roulement contacta rapidement la tour par radio pour signaler le danger imminent. La tour réagit immédiatement, ordonnant à l'équipage d'Air Canada d'interrompre l'atterrissage et d'entamer une nouvelle approche. Les pilotes, réagissant juste à temps, redressèrent leur appareil, évitant les avions au sol d'à peine quelques mètres. Bien que secoués par cet incident, ils réussirent à sauver des centaines de vies. À la suite de cet événement, une enquête approfondie fut menée, et de nouvelles mesures de sécurité furent instaurées. Cependant, des doutes subsistent quant à leur efficacité pour prévenir d'autres incidents similaires. Ces dernières années, le nombre d'incidents évités de justesse a connu une hausse inquiétante. Par exemple, le vol Qantas 32, reliant Londres à Sydney via Singapour, a dû faire face à une urgence critique le 4 novembre 2010. Quelques minutes après son décollage de l'aéroport de Changi à Singapour, un Airbus A380, survolant les îles Rio d'Indonésie, fut confronté à une panne majeure. L'un de ses 4 moteurs subit une défaillance non confinée. Pendant les 2 heures suivantes, l'équipage dut gérer une situation extrêmement tendue, cherchant à évaluer l'ampleur des dommages subis par l'appareil. L'incident s'est produit à 10h01, heure locale de Singapour. Lorsque le moteur a explosé, des fragments se sont logés dans l'aile, causant des dégâts considérables à plusieurs systèmes essentiels. Le système de carburant a été gravement touché, entraînant des fuites et déclenchant même un incendie dans l'un des réservoirs. De plus, l'un des systèmes hydrauliques, critique au fonctionnement des volets et du train d'atterrissage, a été mis hors service. Les freins anti-blocage, indispensables pour assurer un atterrissage en toute sécurité, ont également cessé d'opérer. En parallèle, 2 autres moteurs ont commencé à perdre de la puissance, tandis que les volets, responsables du contrôle de la descente et de la vitesse, ont été endommagés. Malgré l'ampleur des dégâts, l'équipage constata que l'avion restait manœuvrable. Ils décidèrent de survoler les environs de Singapour pendant environ 50 minutes, le temps d'évaluer précisément l'état de l'appareil. Le commandant et son copilote utilisèrent un calculateur d'atterrissage spécialisé pour déterminer si un atterrissage à Changi était possible, bien que l'appareil ait été 50 tonnes au-dessus de son poids maximal autorisé. Dans un premier temps, le système ne parvint pas à fournir de distance d'atterrissage. Toutefois, en prenant en compte les conditions sèches de la piste, il indiqua que l'avion pouvait se poser, avec une marge de seulement 100 mètres de piste restante. À 11h45, l'avion atterrit finalement sans encombre à l'aéroport de Changi. Toutefois, en raison d'une vitesse d'approche supérieure d'environ 65 km/h à la normale, 4 pneus éclatèrent au moment de toucher la piste. Une fois au sol, un nouveau problème surgit. L'équipage ne parvenait pas à éteindre le moteur numéro 1. Les équipes d'urgence durent donc intervenir pour le désactiver manuellement. L'équipage était confronté à une décision critique. Fallait-il évacuer immédiatement les passagers, sachant que du carburant s'écoulait près des freins surchauffés, augmentant le risque d'incendie? Le capitaine David Evans expliqua par la suite qu'il était finalement plus prudent de garder les passagers à bord jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle, malgré les risques potentiels. Pendant ce temps, le personnel de cabine se tint en état d'alerte maximale, prêt à organiser une évacuation immédiate si les choses empiraient. À cela s'ajoutait une difficulté supplémentaire. L'avion fonctionnait uniquement sur batterie.
limitant l'usage des communications à une seule radio pour coordonner les opérations avec les services d'urgence. Par chance, le danger fut écarté, permettant à tous de quitter l'appareil calmement via un escalier. Et les 440 passagers et 29 membres d'équipage ont pu évacuer sans encombre. Au sol, à Batam, des fragments du moteur tombèrent sur une école, des maisons, ainsi qu'une voiture. Mais heureusement, aucun blessé n'a été déploré. Quelques erreurs de jugement auraient suffi à transformer cette situation en catastrophe. Mais l'équipage a fait preuve d'un professionnalisme héroïque. Les investigations ont révélé que la défaillance avait été causée par un petit conduit d'huile mal fabriqué dans le moteur, qui était à l'origine de l'incident. C'était la première fois qu'un tel type de panne moteur se produisait sur un A380, qui était et reste encore aujourd'hui le plus grand avion de ligne au monde. Suite à cet incident, Qantas ainsi que d'autres compagnies aériennes ont temporairement immobilisé leur A380 pour étudier leur sécurité. Un incident comparable s'est produit en 2002 avec le vol 85 de Northwest Airlines. L'appareil avait décollé de l'aéroport métropolitain de Détroit à 14h30, heure de la côte Est. À bord, on comptait 4 pilotes. Environ 7 heures après le début du vol, alors que l'appareil volait à 10 000 mètres d'altitude, un problème inattendu survint. L'avion vira brusquement, s'inclinant sur la gauche. Les pilotes soupçonnèrent d'abord une panne moteur. Le commandant de bord retourna immédiatement dans le cockpit pour reprendre les commandes manuelles. Une situation d'urgence fut déclarée, et la décision fut prise de dérouter l'appareil vers Anchorage. La communication était compliquée, car il se trouvait dans une zone où le signal était faible. Finalement, ils parvinrent à entrer en contact avec un autre vol de Northwest Airlines à proximité, qui relaya leur appel d'urgence vers l'Alaska. La situation était si inhabituelle qu'aucune des procédures d'urgence standard ne s'appliquait. L'équipage contacta alors le siège de Northwest Airlines à Minneapolis pour obtenir de l'aide, mais même eux furent incapables de proposer une solution. Malgré tout, les pilotes unirent leurs efforts pour maintenir le contrôle de l'appareil. Ils utilisèrent les ailerons et ajustèrent la puissance des moteurs, en augmentant celle d'un réacteur par rapport à l'autre, afin de diriger l'avion. Cette manœuvre complexe leur permit d'atterrir sans encombre à Anchorage. Après cet incident, le Conseil national de sécurité des transports et Boeing ont lancé une nouvelle enquête. Un enquêteur a qualifié l'événement de « dramatique », nécessitant une analyse approfondie. L'enquête a révélé une fissure dans le module de contrôle de puissance du gouvernail, entraînant la rupture d'une partie de son boîtier métallique. Ce type de défaillance était inhabituel, car il touchait l'enveloppe externe du module plutôt que ses composants internes. Le NTSB a déterminé que cette fissure avait provoqué un phénomène appelé « durcissement du gouvernail », où ce dernier est bloqué en position maximale, entraînant un virage soudain et dangereux. Ces situations terrifiantes illustrent comment la fatigue, une communication inefficace et des procédures obsolètes peuvent déboucher sur des catastrophes. Cependant, le grand nombre d'incidents similaires dans l'histoire, notamment dans les aéroports américains, soulève la question de savoir si les leçons nécessaires ont réellement été tirées.